Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus pour cette deuxième conférence de notre cycle Culture et civilisation coréenne. Donc comme vous le savez, c'est un cycle qui est destiné à mieux faire connaître diverses facettes de la culture coréenne, à la fois traditionnelle et contemporaine. Donc je parle à la place de notre directeur, M. Lee Jong-soo. Nous avons actuellement le ministre de la Culture coréen qui est à Paris pour 2 jours. Et notre directeur se trouve actuellement à Roissy, parce que notre ministre repart ce soir, et donc voilà, il s'excuse auprès de vous de ne pas être là. Il est d'habitude là tout le temps, mais bon, ce soir, il n'a pas pu être là. Il sera peut-être là en fin de conférence, en revenant de l'aéroport. Donc c'est moi qui vais vous dire quelques mots sur notre conférencière de ce soir à sa place, donc Madame Chun, qui est ici présente. Donc Madame Chun est commissaire d'exposition, elle vit et travaille entre Paris et Séoul, avec peut-être un peu plus de temps passé à Paris, ce qui nous a permis à nous de la retenir, de l'accaparer un peu pour le commissariat de nos expositions d'art contemporain. Donc au départ, elle a commencé ses études en Corée, où elle a obtenu une licence d'art à l'université d'Iwa en 1994. Puis elle est venue à Paris pour poursuivre ses études et approfondir ses connaissances. En 1996, elle va s'inscrire à l'université Paris 8, où elle va obtenir successivement une licence, une maîtrise, un DEA d'esthétique, sciences et technologies des arts, donc obtenu en 2000. Elle sera même doctorante sur ce sujet, mais ses activités professionnelles multiples et son talent donc, vont la happer et ne lui permettront pas de continuer. Parallèlement à ses études, donc de 1998 à 2003, elle a aussi assuré le commissariat des expositions de la galerie Gana Bobour, donc une galerie bien connue qui a présenté beaucoup d'artistes coréens de talent. À ce jour, si on compte ses expositions au centre culturel et celles qu'elle a mises en œuvre dans d'autres lieux, elle a présenté une trentaine d'expositions, donc plus d'une trentaine d'expositions. Sans oublier également donc différents projets artistiques qu'elle a menés, notamment en matière d'art public. Alors vous pourrez bien sûr tout à l'heure discuter avec elle un peu plus en détail de son parcours professionnel autour d'un petit verre. Enfin bon, tout ça pour vous dire que notre conférencière d'aujourd'hui, que je remercie de sa participation, est en matière d'art contemporain une vraie spécialiste, est particulièrement qualifié donc pour évoquer le sujet de ce soir, qui est donc l'art contemporain coréen et son essor sur la scène internationale, particulièrement depuis les années 90. Voilà. Donc je vais maintenant lui laisser la parole. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve tout à l'heure pour un petit verre de l'amitié en compagnie de notre conférencière à la fin de la conférence. Merci. Remercier le Centre culturel coréen qui m'a invité déjà pour faire une conférence. Alors le sujet c'est l'art contemporain coréen sur la scène internationale. Et alors en fait, on va commencer par la définition de l'art contemporain coréen, ou plus en fait dans situé historiquement à partir de quand ça a commencé, et quels sont les artistes qui sont les plus représentatifs de l'art contemporain coréen sur la scène internationale. Alors, donc, l'art contemporain coréen, donc, il y a des Coréens qui sont dans le domaine, il y a des Français qui connaissent peut-être mal ou qui connaissent bien. Et alors, je me demande, quelle image avez-vous? Qu'est-ce que ça me fait penser? Quels sont les artistes que vous connaissez? Donc, si vous le connaissez mal, comment l'imaginez-vous? Alors, vous pouvez vous dire qu'il doit y avoir un rapport avec l'avancée de la technologie qui symbolise le pays, la Corée,
où vous vous doutez de l'existence des aspects traditionnels dans le modernisme du pays. Et vous vous rappelez aussi l'actualité qui influence le climat politique du monde entier, qui est le problème nucléaire de la Corée du Nord. Donc vous pensez probablement que la tension des deux Corées doit jouer un rôle. Effectivement, ce sont des éléments clés pour comprendre la Corée et en partie l'art coréen. L'objectif de cette conférence consiste à relever des caractéristiques de l'art contemporain coréen, ou plutôt proposer un aperçu à travers les œuvres de ces artistes les plus représentatifs sur la scène internationale actuelle. Et aussi présenter son histoire courte et très intense. C'est ce qui vous permettra de mieux appréhender ce qu'est l'art contemporain, l'art coréen d'aujourd'hui. Alors là, une question s'impose. Quels sont les critères pour évaluer le statut ou la position qu'occupe un pays dans le monde de l'art contemporain? Malgré la divergence de critères possibles, nous pouvons facilement nous accorder sur deux points. Le nombre d'artistes visibles dans les grandes manifestations d'art international et les chiffres d'affaires de son marché de l'art. Alors le dernier, en fait, ça suppose l'existence d'un nombre important d'infrastructures et d'équipements culturels, comme musées, des centres d'art, des galeries, la maison de vente, etc. Et objectivement parlant, l'art contemporain coréen est malheureusement loin de succès qu'ont connu le cinéma coréen, le K-pop, d'autres domaines culturels de Corée. Bien actif et dynamique dans le domaine, la Corée ne compte que peu d'artistes qui seront internationalement reconnus. Alors, qui sont ces artistes? Ce sont des artistes dont la plupart ont fait leurs études à l'université dans les années 80, dans les années 80. Alors, l'époque de multiples manifestations en faveur de la démocratie du pays. Ces artistes ont évolué dans un environnement nouveau, après avoir passé des années de lutte. Si on cherche à comparer, c'est comme la génération mai 68 en France. Alors tout d'abord, nous allons parler un peu d'histoire. Donc la conférence sera donc en deux parties, donc un peu d'histoire sur la contemporaine coréenne, quand est-ce que ça a commencé. Ensuite, on va voir les œuvres des artistes, donc quelques artistes coréens que j'ai retenus. Alors, donc, nous allons parler un peu d'histoire, l'histoire d'art contemporain coréen, notamment dans quel contexte historique il s'est mis en place. Quand ça a débuté? Alors, je reformule la question: à partir de quand on observe la contemporanéité dans l'art coréen? Il est difficile de se référer à l'histoire des pays occidentaux pour le définir, car chaque pays évolue dans son contexte politique, social, culturel et singulier. En Occident, par exemple, en Occident, l'expression art contemporain s'est imposée à partir des années 80. L'art contemporain est pour essentiel inscrit sur le signe de la postmodernité. Alors, qu'est-ce que c'est que la postmodernité? C'est vrai que c'est une notion très ambiguë qu'on peut même réaliser un cycle de conférences entières sur cette question. Mais bon, je vais aller vite. Pour aller plus vite, on peut dire que cela signifie un changement profond et radical, non seulement dans les domaines de la culture, mais aussi les systèmes sociaux, le mode de vie, etc. Donc on peut considérer que la postmodernité marque la fin d'une époque en ce qui concerne l'art, celle de l'avant-gardisme. L'art contemporain peut également se définir par l'éclatement des frontières entre les disciplines classiques. C'est-à-dire il n'y a plus de frontières entre la sculpture, la peinture, tout en mélange en fait des installations avec des dessins. Bon, il y a aussi des nouveaux médias qui ont apparu. Donc voilà, ça on peut dire l'éclatement des frontières de ces médiums. En Corée, l'apparition de l'art contemporain se situe
vers 1987, selon nombreux critiques d'art coréen. De façon plus précise, ce serait avec la fin de la guerre entre le courant Dansekwa, peinture monochrome coréenne. Bon, on peut dire ça, mais bon, en même temps, c'est pas tout à fait monochrome. Voilà, on définit pour dire, pour aller assez vite, bon, je dis la peinture monochrome coréenne, et Minjung Misul, mouvement social de l'art, art du peuple. Donc voilà, côté gauche, bon, ça c'est Dansekwa, et à droite c'est Minjung Misul. Donc on voit la différence assez flagrante entre ces deux courants. Alors, en fait, l'art coréen jusque-là évoluait avec et par des mouvements artistiques, c'est-à-dire entre guillemets qui ont apparu en réaction ou en lien plus ou moins étroit avec la situation politique du pays. Il y a eu Informel, Dansekwa, Sumokwa, Minjung Misul. Ce sont des différents mouvements artistiques qui se sont succédés des années 1950 et 60, après la guerre de Corée, jusqu'au milieu des années 80. Alors, en fait, dans l'évolution de l'art contemporain coréen, on peut dire qu'il y a eu 3 tournants importants qui étaient décisifs pour le développement de l'art contemporain coréen. Le premier est le soulèvement démocratique de juin 1987. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, mai 68 en France, c'était un mouvement des étudiants notamment, donc pour la démocratie du pays. Donc ça, c'est ce soulèvement démocratique qui a permis plus ou moins de satisfaire le désir de démocratiser le pays, et ça a permis de préparer un terrain propice à la diversité artistique. Le deuxième est la réussite des Jeux olympiques d'été en 1988, qui a donné une grande confiance aux Coréens et apporté aussi du confort économique dans le pays. C'est ce qui a favorisé l'ouverture de la liberté d'expression, donc l'apparition du postmodernisme dans l'art. Le troisième tournant important est la politique économique coréenne sous tutelle de FMI en 1997. Cet événement a entraîné un très grand changement topologique de l'art coréen. Ça se résume en fait avec la création des différentes structures culturelles et artistiques qui en témoignent. En fait, il y a eu il y a la Biennale de Gwangju en 1995, et aussi différents musées dont Art Sunday Center, c'est un centre d'art mais qui a du groupe Kudeu qui a créé, et Roden Gallery de Samsung Museum, actuel plateau, et aussi programme de résidence Samji Art Space. Et puis différents espaces alternatifs font apparition à partir de 1999. Donc les spécialistes d'art coréen estiment que c'est dans les années 90, plus précisément vers 1995, que l'art contemporain coréen a commencé à s'affirmer et à revendiquer une vraie place sur la scène internationale. En résumé, ce grand changement a été apporté grosso modo par des activités dynamiques des critiques d'art, une expansion du nombre des artistes poursuivant leurs études à l'étranger, avec la libéralisation du voyage à l'étranger. La croissance du marché de l'art coréen, la création de nombreuses manifestations artistiques internationales dont je vous ai parlé, et aussi des musées créés par les grands groupes coréens, dont Daewoo, Samsung, des nombreux espaces alternatifs et des résidences artistes, etc. Mais le rôle plus important qui a été joué, en fait, c'est le marché de l'art coréen, en pleine expansion, bien qu'il soit chuté en 2008, qui a plus contribué à cet exploit.
Et à cette belle époque de l'art contemporain coréen durant 10 années, entre 1998 et 2008. Alors maintenant, parlons des artistes coréens majeurs sur la scène internationale. Vous connaissez Nam Jun-baek, je crois, et Lee Woo-fan. Ce sont deux figures, sont incontestablement importants, des deux figures importantes dans l'art contemporain coréen, voire dans l'art contemporain en général dans le monde. Ils ont conquis en fait chacun la plus grande et haute distinction sur la scène internationale de l'art. Et je tiens aussi également à citer quelques artistes coréens en France de cette génération qui ont fait un très beau parcours artistique. Donc Kim Chang-yeol qui va faire une exposition personnelle fin mai, et Bang Hye-ja qui a son exposition personnelle qui est en cours à la galerie Guillaume dans le 8e, et Han Mook qui fêtera ses 100 ans et ses 51 ans de création artistique parisienne. On va préparer une exposition aussi. Sur la liste des artistes de génération suivante figurent Kim Soo-ja, Lee Bul, Seo Do-ho, Choi Jung-hwa, Lee Yong-baek, entre autres. Et à l'heure actuelle, avec l'arrivée de la nouvelle génération d'artistes ayant entre 30 et 45 ans, le changement de génération est en train de s'opérer en Corée. Dans cette conférence, en fait, nous allons parler ici des artistes, des générations intermédiaires, entre guillemets, entre le pionnier et la nouvelle. Soit c'est quatre, en fait, j'ai retenu 4 artistes. Ce sont des artistes qui ont évolué dans le contexte particulier de ces années 90, dont on a parlé plus haut, avec la naissance de l'art contemporain coréen. Alors j'ai sélectionné 4 artistes, comme je vous ai parlé, donc 2 femmes et 2 hommes. Si le temps me permettait, j'aurais bien aimé en prendre plus, mais voilà, le temps est très limité. En fait, j'ai fait le choix sur la liste des 100 artistes coréens qui ont marqué l'histoire de l'art coréen, voté par les 10 spécialistes coréens dans le domaine. Et en fait, 2 d'entre eux sont dans les 5 premiers en classement. Ces 4 artistes figurent notamment sur la liste des artistes très actifs depuis les années 2000. Alors le premier artiste que je vais vous présenter est une femme. C'est l'artiste qui va représenter la Corée à la Biennale de Venise cette année. D'ailleurs, elle a plusieurs surnoms, dont l'artiste de la Biennale, car elle a été invitée dans de nombreuses biennales d'art contemporain. C'est Kim Soo-ja. Alors, c'est la fameuse artiste Bottari, qui est peut-être plus connue ailleurs que dans son pays d'origine. C'est assez étonnant que les Occidentaux ont retenu ce mot, et surtout son sens typiquement coréen. Le Bottari signifie le baluchon en coréen. Donc Bottari est un objet symboliquement très fort chez les Coréens, surtout symbole de mouvement et de déplacement. Quand on dit je fais le Bottari, c'est une expression très courante, ça signifie partir et aussi tourner la page pour finir. Ce Bottari est très significatif chez Kim Soo-ja, car sa vie elle-même est comme le Bottari, en déplacement continuel à travers le monde. Nature et homme, j'ai résumé un peu
ces grands sujets, pour chaque artiste, moi je dirais pour Kim Soo-ja, c'est nature et homme. Ce sont deux éléments fondamentaux dans le travail de Kim Soo-ja. En fait, elle développe ces grands sujets à travers le tissu et l'aiguille. Pour elle, le tissu qui sert à tout envelopper, dans le sens où embrasser ce qui est autour, symbolise la nature. Et l'aiguille représente l'homme, évoquant la main et le corps, donc en tant qu'outil manuel, mais aussi côté affectif, le tricot, la broderie, voilà. Alors le tissu qu'elle utilise est le ibulpo, housse de couverture en coréen. Plus précisément le ibulpo usé de jeunes couples mariés. Donc ce n'est pas n'importe quelle couverture, il s'agit de la couverture que la jeune mariée amène avec elle pour sa nouvelle vie de couple. Donc c'est la coutume traditionnelle coréenne d'amener un bel ensemble de couvertures typiquement coréennes. Le botari fait avec ce ibulpo est donc un objet qui nous accompagne tout au long de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. On peut dire que le botari est un tableau signifiant couple, famille, repos, confort. Mais lorsqu'il est loué pour contenir quelque chose, ça devient autre chose. Ça prend un sens opposé, donc mouvement, voyage, séparation. Voilà, en fait, elle a fait plusieurs performances de botari sur un camion qui voyage dans les villes. Alors, on voit une autre version de botari dans Lotus Jaune of Jiro. Donc, c'est ça. Et To Dress Invisible Mirror, Invisible Needle. Ça. Et puis To Breath Respire. Ce sont des installations sonores qui mettent en jeu la dualité des choses, en l'occurrence des choses invisibles, telles que souffle entre vie et mort, espace vide et plein, ou intérieur-extérieur, image réelle et son reflet, donc virtuel. Donc ça a été fait dans un espace en verre avec le miroir au sol qu'elle a installé. Donc voilà, il y a des reflets d'images avec le son qu'elle a mis aussi des chants religieux de différentes religions. En fait, pour eux, c'est une version immatérielle de botari. On ne voit pas botari, mais c'est un concept botari qui enveloppe tout ce qui est tout ce qui n'a pas de corps, comme le souffle, la voix, le son. Alors, le botari ici gagne un statut bien noble. Donc non seulement c'est un objet humble qu'on voit dans le quotidien, mais aussi un concept qui agit sur les choses matérielles et aussi matériel. Le botari se situe au carrefour de la vie. Il trace la route et devient même la réalité de la vie, donc selon l'artiste. Le deuxième élément important dans le travail de Kim Soo-ja est aiguille. L'artiste est aussi bien connu sous le nom Needlewoman, femme aiguille. Et là, en fait, elle a été présentée, peut-être vous avez vu, elle a été présentée plusieurs fois en France, notamment pendant Nuit Blanche, si je me souviens, donc ma mémoire est bonne, 2 fois, et donc une édition, en fait, c'était une projection sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Alors, elle a découvert, tout à fait par hasard,
que Suja, son prénom en indien, signifie la grande aiguille pour coudre la couverture. Et là, c'est l'artiste elle-même qui devient cette grande aiguille pour tisser ce qui sont éparpillés. Donc pas d'envelopper cette fois-ci. Alors, Leader Woman est une série de vidéos performances qu'elle a réalisées elle-même en tant que performeuse dans différents endroits du monde, notamment dans les lieux de conflits sociopolitiques, économiques et culturels. En fait, on la voit toujours de dos, devant un paysage ou dans la foule, debout et immobile. Ces performances lui ont permis en fait d'avoir une certaine empathie universelle, confrontant la foule, ses énergies, les lieux chargés d'histoire. L'artiste compare à la pointe de l'aiguille pour décrire son état d'esprit très concentré. Dans ces vidéos, Kim Suja évoque le monde tel qu'elle l'éprouve, à la fois étranger, violent et profondément humain. Alors, Bhuttali englobe le monde. Femme aiguë rassemble les morceaux et parts d'une réalité pour retisser les liens entre eux. Le travail de Kim Suja serait, en résumé, de révéler la réalité de la vie. Je vais présenter une autre femme artiste, une des figures majeures de l'art contemporain coréen. Je pense que vous avez, il y a certains d'entre vous ont été à l'exposition à son expo personnelle à la Fondation Cartier il y a quelques années, je crois que c'était 2007. Alors en fait, c'est une artiste qui s'est fait remarquer déjà à ses débuts par ses performances de type féministe, des caractères féministes, en s'affichant sa nudité. Mais c'est avec son exposition au MoMA à New York qui lui a donné une connaissance internationale, notamment avec l'une de ses pièces qui a fait énormément de bruit, dont on va parler. Il s'agit de Hwaom, qui se traduit en français splendeur majestueuse. Donc c'est ça. Hwaom est une installation éphémère et expérimentale. Elle est constituée de poissons crus qu'elle a décorés et ornés de perles et de paillettes, ensuite mis dans les boîtes, dans les sacs plastiques transparents. Alors, si on revient sur cette histoire au MoMA, en fait, au bout de quelques jours, je crois, c'est au bout de 4 jours, les poissons ont commencé à pourrir et voilà, de dégager de l'odeur épouvantable. Donc, du coup, le musée a décidé d'enlever la pièce, mais sans accord de l'artiste. Du coup, voilà, après, le musée a dû s'excuser auprès de l'artiste et même a donné une indemnité pour une nouvelle pièce. Alors, donc là, ce qu'on observe, c'est un basculement de la hiérarchie des notions entre, donc en l'occurrence, entre la nature et l'artifice. La nature symbolisée par les poissons, en décomposition qui dégage une puanteur, et l'artifice représenté par ces ornements qui sont toujours intacts, beaux et brillants. L'artifice devient en quelque sorte supérieur à la nature, ou plus puissant. Un autre point important, très fort de cette pièce, se trouve dans l'idée de mettre en doute de ce qui est visuel en faisant recours à un autre sens, qui est l'odeur, pour apprendre l'œuvre. Donc en fait, ça comprend une critique sur la domination de l'art visuel dans l'histoire de l'art. Alors l'artiste, déjà très engagée à sa sortie de l'université, elle cofonde le groupe d'artistes Musaum, qui se prononce en coréen la peur, mais ça s'écrit en fait en alphabet Museum.
en s'opposant à un certain conservatisme de milieu artistique de l'époque. On voit l'évolution de son travail avec 3 grandes séries. Cyborg, Anagramme et Mon grand récit. Je vais vous présenter ces quelques pièces. Ah, je ne vais pas montrer. En fait, il y a plusieurs séries de Raum. Voilà, c'est beaucoup plus coloré avec des épingles, tout ça. Voilà. Alors, je vous présente la série Cyborg. C'est une série d'œuvres probablement la plus représentative de sa démarche artistique militante féministe. C'est une pièce qui a été inspirée d'un essai de Donna Haraway, scientifique critique littéraire féministe américaine, un Cyborg Manifesto. Mais elle avait une série de sculptures représentant un corps féminin hybride qui possède à la fois l'aspect fragile et gracieux par des poses en référence à l'histoire d'art occidental, notamment l'Olympia de Manet ou la Renaissance de Venise, la naissance de Vénus par Botticelli. Et aussi on trouve l'aspect violent et puissant d'un robot qu'on voit dans les bandes dessinées japonaises et coréennes. Les cyborgs incarnent en fait les icônes contemporaines de la féminité, femmes stéréotypées, définies et soumises au regard et désir des hommes. S'ils sont fabriqués en silicone, matière fétiche de la technologie chirurgicale, n'est pas au hasard. Une autre série d'œuvres, Mon grand récit, c'est un ensemble d'installations mettant la lumière sur l'histoire de l'utopie que propose l'artiste, ou plutôt une vision nouvelle à travers la déconstruction et reconstruction de l'histoire moderne. La plupart sont des installations monumentales en verre, en hommage à l'architecte visionnaire allemand Brunotto, pour qui le verre était l'avenir de l'homme. L'œuvre que vous voyez, s'intitule Via Negativa, en latin. L'artiste emprunte en fait une méthode théologique, ce qu'on appelle la théologie négative. C'est une approche de la théologie qui vise sa propre négation et sa propre fin dans l'éveil spirituel. Alors, Via Negativa des boules est une visualisation de cette démarche proposant au spectateur de faire l'expérience d'un dispositif, un dispositif qui suppose une négation de monde utopique. C'est un espace constitué avec des miroirs qui sont installés de façon à créer différents angles de vue, qui créent une sorte de labyrinthe. Alors, en fait, les spectateurs sont d'abord fascinés par son aspect esthétique, mais au bout d'un moment, ils sont confus par de multiples reflets et ils perdent le repère. Donc, du coup, il éprouve un sentiment de malaise et envie de s'évader. Donc là, l'artiste met en scène sa vision utopie, que l'homme recherche constamment, car c'est son destin. Ce souhait de vouloir atteindre l'utopie alors qu'il connaît la fin de cette quête, l'impossibilité de l'atteindre. Pour l'artiste, l'important dans tout ça est de chercher, donc ne pas perdre l'espoir, même si on n'arrivait pas à saisir la réalité exacte de ce qu'on cherche. C'est le processus qui importe que la réalité finale. C'est ce dont l'artiste voudrait parler à travers cette œuvre. Comme on a pu observer dans le travail des boules, la déconstruction ou subversion des notions ou des conventions sociales, esthétiques, notamment des questions de genre, est au cœur de son travail. En résumé, son travail de monde utopique
ou de ces créatures hybrides, et pour redessiner les frontières de l'existence humaine, autrement dit parler des conditions humaines. En fait, elle a parlé de ça dans une récente interview, donc, en voyant son exposition rétrospective à Science Center, que voilà, toutes ces recherches, en fait, c'était pour parler voilà, des conditions humaines. Alors en fait, c'est montrer comment l'homme résiste à ses conditions, à ses limites et à son destin. Maintenant, nous allons parler, donc, il y a un troisième artiste que je vous présente. Le travail de l'artiste est plus dans la vision de dystopie, donc au contraire de l'utopie sur le monde. Donc avec des conventions sociales, systèmes de pouvoir dans l'environnement de vie. Srodo, en fait, c'est peut-être vous avez vu quelque part une maison coréenne fabriquée en tissu transparent, suspendu dans le plafond. C'est son travail assez qui est majeur. En fait, Srodo est là, lui, alors, voilà, c'est ça la maison dont je voulais parler. Alors, Srodo, en fait, j'ai vu récemment, je crois que c'était hier ou ce matin, c'est l'artiste qui a été élu récemment l'artiste vivant le plus influent dans l'art contemporain coréen. Et évidemment, il figurait dans les 5 artistes les plus influents dans l'art contemporain coréen. Le travail de Srodo se développe avec un ensemble de questionnements sur l'espace et le lieu. Donc l'espace physique, allant du vêtement jusqu'à la maison, entre espace privé et public, entre l'individu et le collectif, etc. Alors l'artiste demande plus concrètement combien d'espace peut-on porter avec soi? Ou plutôt, combien on en possède? Combien d'espace détient-il chaque individu? Ou combien il lui en faut? Quel est l'espace qui définirait une personne? Pour Srodo, l'espace ou le lieu n'est pas quelque chose de statique, mais quelque chose de déplaçable et transformable, de son concept de maison qui voyage. Alors en fait, cette œuvre, le titre de cette œuvre est Seoul Home, LA Home, New York Home, Baltimore Home, London Home, Seattle Home, LA Home. En fait, c'est une liste est très longue. Ça indique toutes les villes qu'il a parcourues avec cette pièce, parce que c'est en tissu, donc c'est pliable. Il a transporté dans son voyage, dans ses voyages. La maison en fonction de la maison pour lui, en fonction de l'attachement qu'on lui accorde, peut être partout où on est. Cette idée de maison est proche de celle de l'habitat nomade. En fait, ça a rapport aussi avec le tissu, avec le matériau qu'il a choisi pour faciliter le transport. Mais aussi ce matériau correspond très bien à l'idée de visualiser quelque chose d'invisible et intangible, comme émotion, mémoire, perte, absence, qui évoque le déplacement. Alors, un autre motif très représentatif de son travail est le parachute, qui symbolise littéralement le déplacement. Alors, paratroop, parachutiste. C'est une sculpture représentant un parachutiste qui est en train de ramasser son parachute en tirant 3000 fils. Ces fils sont reliés chacun à un nom brodé que l'artiste a recueilli à 3000 personnes, dont ces 3000 noms reliés d'une manière ou d'une autre à lui, donc en l'occurrence son soldat, représente son karma. Pour l'artiste, un parachute
est le synonyme de l'espace minimum et optimal pour la survie d'un soldat. Car s'il est trop petit, il chutera trop vite et le soldat mourra. Et s'il est trop grand, il n'atterrira pas au bon endroit en fait. Donc on trouve ce parachute dans aussi, c'est assez drôle cette pièce dans Fallen Star on Fifth, son fameuse installation de maison survolant, enfin tombée du ciel. Là on voit en fait des noms bordés sur le tissu pour le parachutiste. Voilà. Alors, Fallen Star on Fifth, ça un titre français, Étoile tombée en 5e. Donc c'est en fait c'est une maison à l'échelle en 5e qu'il a reproduit donc avec des matériaux vrais. Il avait tout le détail, tout ça. Alors c'est une œuvre qui représente la collision entre sa maison coréenne et celle de Rhode Island aux États-Unis, où il a vécu pendant la période de ses études. Cette pièce, en fait, minutieusement élaborée avec la spécificité de lieu. En fait, voilà, cette pièce. L'artiste dit que c'est pas pour illustrer, en fait on voit la collision, mais c'est pas pour illustrer la violence de contact ou de la fusion entre les deux cultures différentes qu'on peut croire très facilement, voilà, la culture américaine, la culture coréenne. Mais visualiser ces questionnements autour de la continuité ou discontinuité spatiale entre ces deux lieux de vie, qui est Séoul et Rhode Island. Alors, il se demande combien peut-il porter des lieux qu'il a occupés auparavant. Enfin, c'est la question d'identité qui est en jeu dans son travail. Alors, c'est une œuvre qui s'appelle High School Uniform, et la Sommone avec le collier de soldats, on appelle Dortec, je crois. Alors en fait, ce qui est assez curieux, on remarque que le sens de mot porter revient de manière récurrente dans son travail. Donc il y a des costumes, porter l'espace, porter le vêtement. L'espace, le vêtement pour lui c'est aussi un espace, un minimum d'espace aussi. À partir de vêtements, après jusqu'à la maison, jusqu'à l'environnement, tout ça c'est la question d'espace. Donc en fait ce mot porter peut expliquer son intérêt pour le matériau tissu facilement portable et aussi les motifs tels que les costumes des lycéens coréens, le parachute, la maison, le karma. Il réalise donc des sculptures et des installations pour visualiser cette action de porter. Mais porter quoi? Là, il s'agit d'une quête d'identité à travers des lieux qui identifient ou définissent son individu, notamment son appartenance sociale, comme on le voit avec le costume, voilà, c'est lycéen et le collier, voilà, c'est un militaire. Là aussi, voilà, on voit des petits hommes se portant les uns les autres. Cette question de l'identité a un rapport avec la spécificité de lieu, mais spécificité relative et contextuelle, non pas de spécificité absolue. À savoir, ce n'est pas seulement la question de l'espace dans lequel son œuvre est exposée, parce que quand on parle de spécificité, travail in situ, c'est par rapport au lieu d'exposition que l'artiste crée par rapport au site d'accueil.
Mais c'est pas seulement ça. C'est plus complexe, car l'œuvre de Sodō elle-même est une représentation d'un lieu. En fait, c'est une pièce qui s'appelle Gate, qu'il a fait en fait pour le Seattle Art Museum. Donc c'est une pièce in situ par rapport à la spécificité du lieu, de l'histoire du lieu, de contexte, voilà, environnement, tout ça. Et donc il se posait la question. Alors cette pièce qui a été conçue par rapport au lieu vraiment précis, est-ce que c'est la même pièce, toujours la même pièce quand c'est exposé ailleurs? Si l'œuvre est conçue par rapport à un lieu précis et que quand elle se déplace, est-ce que c'est la même pièce? Voilà, c'est la question qui se pose. Ce sont voilà, cela renvoie à la question de sa propre identité. Il enlève son uniforme de lycée, de service militaire, ou il quitte sa maison. Est-ce qu'il est le même? Ce qui est intéressant chez Sodō, c'est de s'attacher à un lieu à tel point qu'il reproduit exactement, mais à l'échelle réduite, en mangeant manuellement tous ces recoins de l'espace. Est presque une méthode de survie pour lui. Un geste permanent de passer à autre chose. Alors, un geste permettant de passer à autre chose. Donc, s'adapter donc dans un nouvel environnement. Alors, bon, je vais présenter là, le dernier artiste, Léon Beck. Cet artiste est aussi dans une représentation de survie, mais le caractère est très différent, que vous allez voir. En fait, c'est l'un des artistes majeurs dans l'art numérique coréen. Il a été grandement influencé par Namjoon Beck pendant ses années d'études en Allemagne. Le grand axe de son travail se trouve dans la question de communication, donc, qui n'a pas son rapport avec ses méthodes de travail, art numérique, art interactif. Son but est d'établir une communication entre le monde réel et virtuel, avec l'avatar, ou encore avec l'ange, entre l'homme et le Dieu. Effectivement, il traite des sujets bien sensibles, qui est la religion, la question de religion, politique et idéologie. Alors cette pièce s'intitule Angel Soldier. C'est une vidéo performance dans laquelle joue une centaine de volontaires et 12 musiciens en tenue de camouflage fleuri qui s'avancent à pas de loup avec un fusil à la main. Un contraste saute aux yeux entre la beauté de fleurs multicolores et la tension que dégage leur mouvement. En fait, il y a des commentaires assez intéressants de l'artiste concernant l'aspect très esthétique de son travail. Lui, il ne refuse pas de côté séduisant et agréable à regarder pour ses œuvres. Car pour lui, c'est la question de survie. Voilà, il parle de survie, mais la survie de son art. Il a eu des expériences, en fait, il a fait des expositions, il a eu juste 30 visiteurs, ça l'a complètement traumatisé, donc il avait arrêté un moment de ses créations artistiques, et puis il faisait autre chose, parce que ça l'a vraiment marqué. Alors, pour lui, quand personne ne l'entend ni le voit, son art n'existerait plus. Donc autant de ces questions autour de la communication viennent de là.
Alors, il tend, en fait, voilà, c'est cet aspect très esthétique très joli. C'est pour tendre une sorte piège, pour lui attirer l'attention et ensuite faire entendre ses propos artistiques. Ces méthodes de communication avec le public est éminemment directe, très directe, comme on le voit dans cette confrontation radicale entre l'ange et le soldat, et la fleur et le fusil. Une autre pièce majeure de l'artiste confronte l'être à son image, à sa propre existence, à travers la passion et la haine, deux grandes caractéristiques opposées de l'être humain. En fait, l'artiste emprunte l'image de la Pietà qui chagrine devant la mort de son fils, Jésus. Mais ici, il s'agit de la mort de Susé lui-même. Non seulement physique, mais aussi la fin de rêve, de l'espoir, que l'artiste précise. En fait, la Pietà de Iombek est une sorte d'avatar. Il y a le moule, on voit le moule dans l'avatar, et son tirage. Dans la deuxième section que vous regardez, représente la haine, donc le combat entre ces deux figures qui sont comme l'image et son reflet. L'image est réelle et son reflet. Donc là, c'est la haine envers soi-même dont il est en question. En fait, voilà, pour ces deux images assez opposées, il a fait pas mal de séries d'œuvres avec le miroir, notamment avec le miroir Santin. Ça, c'est une pièce qui a été présentée à la Biennale de Venise en 2011. Donc avec, en fait, il a caché derrière le miroir Santin un écran. En fait, ça ressemble à un miroir. Donc on regarde dans le miroir, on voit son reflet et hop, en fait, on entend un coup de fusil. Le miroir se casse. Donc c'est toujours, il joue avec ce genre d'humour assez direct. Voilà, il ne fait pas de détours pour parler son propos. Alors, le dernier pièce, je vous montre, il s'appelle New Folder Drag, donc qui reste dans le registre de monde virtuel. C'est une vidéo performance, voilà, qu'il a tournée dans un village de Pékin voué à la démolition. On voit les 6 enfants qui sont en train de tirer une sculpture représentant un dossier informatique de 300 kg. Donc ce new folder matérialisé évoque des problèmes ou des efforts que le simple clic de monde virtuel peut entraîner dans la réalité. Voilà, il y a une contradiction dans le monde réel. Ça peut entraîner d'autres problèmes alors que sur l'écran, sur l'ordinateur, on fait juste clic, c'est très, voilà, c'est pas compliqué. Donc il y a une contradiction entre la réalité et le monde virtuel. Là, cette œuvre représente l'envers de déco de la société en plein essor. Dès le mur, soi-disant culturels, qui sont la plupart des panneaux publicitaires, pour cacher, dissimuler cette partie culturellement isolée de la société. Donc pendant les Jeux olympiques à Pékin, en fait, ils ont fait un énorme mur voilà, pour dissimuler ces bidonvilles, des parties très sous-développées de la ville, en fait. Ça, on appelle ça le mur culturel. Alors pour l'artiste, voilà, en réalité,
ce mot culturel, c'est une barrière culturelle. Alors, deux Corées, fleurs et fusils, miroir, le mois déchiré, dossier informatique virtuel et l'espace réel, moule et tirage. Ces langages sont très clairs et directs pour parler de la communication de deux mondes différents. En somme, Lyonberg propose une vision lucide de l'histoire moderne de la Corée et des épreuves qu'elle a traversées pour en arriver là. Je vais conclure notre conférence. Là, en fait, je vous ai donné déjà des indices au départ pour ce qui peut caractériser l'art contemporain coréen. Donc on trouve l'aspect technologique, l'aspect visuel, conceptuel, voire traditionnel, qu'on pourrait qualifier finalement de langage universel, et la situation politique du pays qui est très présente dans le travail de ces artistes. Il est vrai qu'on ne peut généraliser ni voir de manière globale avec le travail de quelques artistes seulement, ce qui est l'art contemporain coréen. Mais ça nous permet de savoir les préoccupations artistiques qui reflètent en partie ce que le pays est en train de vivre, de comprendre donc, son état d'esprit et donc d'apercevoir l'art contemporain d'aujourd'hui. Je voudrais conclure cette quête de définir l'art contemporain coréen avec le titre de l'exposition de Lyonberg au pavillon coréen de la dernière Biennale de Venise en 2011. Car je trouve que ça représente bien le statut et l'esprit, l'état d'esprit qui règne dans le milieu artistique en Corée. C'est The Love is Gone but the Scar will heal, qui se traduit en français l'amour n'est plus mais la blessure guérira. En fait, c'est une analogie vis-à-vis du monde occidental, en l'occurrence l'art occidental, que les Coréens ressentent. Donc, en fait, là, ce qu'il voulait dire, c'est leur admiration inconditionnelle est progressivement diminuée. Et cette plaie de chagrin d'amour se referme, autrement dit. L'art coréen trouve désormais sa voie. Il est à même d'être en compétition tout en évoluant dans l'originalité, la diversité et la vitalité qui constituent les points forts chez les Coréens. Voilà. Merci beaucoup.